Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Chers amis, faut-il se réclamer aujourd'hui de la pensée de Charles Maurras ou au contraire faut-il oublier Maurras? Tel est le sujet que je voudrais discuter avec vous. Partons d'une évidence, d'une vérité incontestable. Charles Maurras, qui est mort en 1952, a été au XXe siècle le penseur politique le plus influent en France. Peut-être Jean-Paul Sartre, dans la seconde moitié du XXe siècle, a-t-il eu une influence comparable, mais au total, personne en France, aucun penseur politique, n'a eu une influence comparable. Charles Maurras a eu derrière lui une foule d'admirateurs. Et il a encore aujourd'hui beaucoup d'admirateurs à droite ou à l'extrême droite. Je n'en fais pas partie. J'ai de la sympathie pour le personnage, pour son courage, pour son talent littéraire aussi, dans sa poésie en particulier, mais je pose deux questions. La première, c'est l'influence de Charles Maurras est-elle justifiée par l'importance intrinsèque de sa pensée politique? Deuxième question, son influence incontestable, considérable, a-t-elle été heureuse pour notre patrie, pour la France? Eh bien, au risque de choquer certains de mes amis, je répondrai non à ces deux questions. Alors, il ne faut pas se laisser intimider par la réputation d'un auteur. Je prendrai un exemple particulièrement topique, c'est le divin Platon, le père de la philosophie occidentale. Eh bien, le grand Vilfredo Pareto, qui se réclamait quand même pour faire passer la pilule de Jefferson, a dit une évidence, c'est que les écrits de Platon sont remplis d'absurdités, d'élucubrations ridicules. Alors, en fait, dans Platon, on trouve des idées géniales, mais on trouve aussi n'importe quoi. Il suffit de dire La République de Platon, où, encore une fois, il y a beaucoup de choses très intéressantes, et même plus qu'intéressantes, géniales, et à côté de cela, des fariboles. Maurras n'a pas d'idée géniale, à mon avis. Je le comparerai aux maîtres à penser du carrefour de l'horloge, qui sont donc aussi les miens. Nous avons arrêté une liste canonique de 12 maîtres à penser, qui sont les suivants: Edmund Burke, Hippolyte Taine, Gustave Le Bon, Vilfredo Pareto, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Carl Schmitt, Arnold Gehlen, Konrad Lorenz, Jacques Monod, Julien Freund et Jules Monroe. Eh bien, j'ai lu tous ces auteurs, j'ai lu Charles Maurras. Alors, j'ai pas tout lu de Charles Maurras, qui peut impressionner les foules parce qu'il a fait 10 000 articles dans sa longue existence. Mais j'en ai lu suffisamment pour vous dire que, à aucun titre, on ne peut comparer la pensée de Charles Maurras à celle de ses auteurs. Il n'est pas à la même altitude de pensée. On pourrait d'ailleurs ajouter beaucoup d'autres auteurs qui ne sont pas parmi mes maîtres à penser, comme Ernest Renan ou Georges Sorel, qui sont contemporains de Maurras, ou qui l'étaient plutôt, et qui sont beaucoup plus intéressants que lui en réalité. Alors que penser donc de la doctrine maurassienne? Maurras n'aimait pas le mot doctrine. Et je crois qu'il avait raison parce que il savait bien que sa doctrine était faible. Il a trouvé une formule magique qui impressionne les gens, l'empirisme organisateur. C'est merveilleux, l'empirisme organisateur. Je suis moi, Charles Maurras, un homme modeste devant les faits. J'étudie l'histoire, j'étudie l'actualité et j'en tire des conclusions. Voilà, c'est superbe. Eh bien, j'ose l'affirmer, l'empirisme organisateur de Maurras est une supercherie, c'est de la poudre aux yeux.
D'abord, il faudrait savoir, Charles Maurras se réclame de l'empirisme organisateur, c'est-à-dire d'une doctrine qui serait tirée des faits, mais en même temps, il prétend démontrer la monarchie par un théorème. Alors écoutez, il se trouve que j'ai fait des mathématiques, mais tout le monde sait ce que c'est qu'un théorème. Un théorème, c'est un énoncé et une démonstration. Eh bien, Maurras prétend que la royauté se démontre comme un théorème. Je comprends l'énoncé du théorème, j'attends la démonstration. Il n'y a pas de démonstration. Il n'y a aucune démonstration. Il y a des arguments avancés. La stabilité, la continuité, mais on peut trouver des arguments en sens inverse. Tous ces arguments, a priori, sont totalement insuffisants, et je crois que Charles Maurras aurait pu méditer la parole du sage Solon, l'un des 7 sages de la Grèce, à qui on avait demandé quelle est la meilleure constitution. Et le sage Solon avait répondu, dites-moi d'abord pour quel pays et à quelle époque. Eh bien, si l'empirisme organisateur a un sens, c'est la réponse du sage Solon qui lui donne ce sens. Deuxièmement, en fait, on trouve dans la pensée de Maurras tout sauf l'empirisme organisateur. Ce qui frappe, c'est son a priori systématique. Vous savez, dans les médecins de Molière, disaient le poumon, le poumon, le poumon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la maladie, le poumon, le poumon, le poumon. Mais Maurras, c'est dans une moindre mesure, dans une plus grande mesure, au contraire, ses disciples sont comme les médecins de Molière. Je sens, de temps en temps, des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Dans Qui est Angers, par exemple, quelles que soient les considérations, Maurras arrive à la conclusion qu'il manque un roi, qu'il nous manque un roi. Eh bien, les disciples de Maurras aujourd'hui sont très sympathiques, mais drôles. On leur dit « Ah, mais il y a de l'inflation. Le roi. Ah, mais il y a un déficit commercial. Le roi. L'immigration. Le roi. L'insécurité. Le roi. » Si on leur disait il y a une épidémie de myxomatose, ils vous répondraient « Le roi !» Le roi, c'est la solution à tous les problèmes de la France. Alors tout ça n'est pas sérieux. La méconnaissance délibérée des faits est ce qui caractérise la pensée de Maurras, qui est aux antipodes d'un empirisme qui n'est pas du tout organisateur du reste. Je prends d'ailleurs un exemple, Qui est Angers. Qui est Angers, donc il étudie l'histoire de France, ou plutôt la politique étrangère de la France, entre 1895 et 1905. Et comme il veut accabler la Troisième République, qui pourtant avait de grands ministres des Affaires étrangères, il célèbre les mérites de tous les monarques étrangers. Édouard VII, roi d'Angleterre, Guillaume II, empereur d'Allemagne, Nicolas II, tsar de Russie. Bien. Alors d'abord, supercherie, il prétend que c'est Édouard VII qui gouverne l'Angleterre. L'Angleterre était depuis longtemps une monarchie constitutionnelle, donc le poids politique d'Édouard VII était faible. Mais comme il attribue tous les mérites à la politique anglaise, il faut que ce soit Édouard VII qui gouverne. C'était un mensonge. Donc Maurras n'hésitait pas à mentir à ses disciples et à ses lecteurs. Alors Guillaume II, velléitaire, il le célèbre, il dit c'est un monarque, donc il a raison. C'est lui qui va gagner contre la France puisque c'est un monarque. Et Nicolas II, chacun sait aujourd'hui à quel point Nicolas II était pitoyable. Eh bien, Maurras nous explique que la politique, il a quand même parfois une critique, mais globalement il nous dit que c'est formidable, que la Russie c'est formidable parce qu'elle a un empereur, un monarque. Bien. Alors la réalité, c'est qu'il aurait quand même pu, après qu'il est Angers, modifier son jugement, Maurras. Parce que qui a gagné la guerre de 1914-1918 ? Qui a gagné la guerre ? C'est la République. Ce ne sont pas les monarchies. Enfin, c'est la République. C'est aussi la monarchie anglaise, mais qui était une démocratie. C'est, en tout cas, Guillaume II s'est effondré. La révolution n'a pas eu lieu
en France mais en Allemagne, contrairement aux prévisions savantes de Maurras. Hier in Kiel war der Beginn gesetzt des Unterganges des Zweiten Deutschen Reiches. Et dès le 7 novembre, le mouvement de révolte s'étendit comme une traînée de poudre à toute l'Allemagne. Le 9 novembre est important. C'est la date, d'abord de l'abdication de Guillaume II, et deuxièmement, de la déclaration de la République, ou pour être plus précis, des deux déclarations. La déclaration social-démocrate devant le Reichstag de Berlin, avec Scheidemann, et après, la déclaration devant le château de Berlin, faite par les communistes, Rosa Luxemburg et les autres. Qui pensaient que l'empereur Guillaume II protégeait l'Allemagne de la Révolution. Ben, c'est le contraire qui s'est produit. Pas de chance. L'empirisme organisateur aurait voulu qu'il modifiait son jugement, qui n'était pas un empirisme, mais un préjugé. Et Nicolas II, n'en parlons pas. Nicolas II a conduit la Russie à la terrible révolution bolchevique. Alors il en a payé le prix de sa vie, mais ça n'excuse pas la sottise de sa politique. Donc le fait que la France républicaine non monarchique ait gagné contre l'Allemagne aurait pu, si on était réaliste, amener un adepte de la monarchie à réviser son jugement. Et puis, faut-il, si on est royaliste, en supposant qu'on le soit, vouloir rétablir la monarchie capétienne, dans la dynastie capétienne, la 4e dynastie? Attendez, c'est ce que j'appelle, non pas de l'acharnement thérapeutique, mais de l'acharnement dynastique. Louis XVI, le catastrophique Louis XVI, est le premier responsable de l'horrible révolution. Le fait qu'il ait payé de sa vie, comme Nicolas II, la révolution qu'il a causée, ne justifie pas ses fautes. Charles X, incapable, comme son frère Louis XVI, de résister à la populace, 1830. Louis-Philippe, 1848, cède aussi à la populace. Et ce sont les républicains Cavaignac en 1848, quelques mois après le départ de Louis-Philippe, Adolphe Thiers en 1871, qui vont défendre l'autorité de l'État, la rétablir contre l'anarchie, contre la populace. Voilà ce que c'est que la réalité. Et je n'ai pas fini. Henri V, le comte de Chambord, cet imbécile n'est même pas capable d'accepter la couronne qu'on lui offre sur un plateau d'argent. Alors écoutez, soyons sérieux. Si vous voulez rétablir une dynastie, cherchez-en une 5e. Après les 4 précédentes, les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens et les Napoléoniens. Alors, l'empirisme organisateur, encore une fois, je l'ai déjà quasiment démontré, est une supercherie. Et on le voit aussi parce que Maurras prétend établir des lois historiques. Alors, quelles lois historiques établit-il? Il dit avec autorité, nous pouvons, grâce à l'analyse de l'histoire, notre empirisme organisateur, énoncer des lois historiques. Il semble vouloir dire qu'elles sont très nombreuses. Alors, il en cite 2. Et vous allez pouvoir en juger. La première loi, c'est la démocratie conduit à la centralisation. Alors c'est un peu affligeant, parce que s'il avait lu Tocqueville, ou Montlosier qui avait précédé Tocqueville, il aurait su que la centralisation qui a été accomplie par une révolution française qui n'était absolument pas démocratique en réalité, qui était une dictature jacobine, n'a fait que continuer ou prolonger la poussée centralisatrice de la monarchie française qui commence avec Philippe le Bel et qui aboutit à la confusion entre le domaine royal et le royaume de France. On peut dire oui que l'État lui-même porte en soi une tendance à grossir indéfiniment et donc à la centralisation. Mais ce n'est pas le fait qu'il soit démocratique qui le rend plus centralisateur. L'État communiste, avec son Gosplan, n'est pas démocratique. Et pourtant, il est encore plus centralisateur que n'importe quelle véritable démocratie. Deuxième loi que prétend énoncer Charles Maurras, la démocratie conduit à la plutocratie. Peut-être, mais la plutocratie ne peut-elle pas exister dans notre régime?
Est-ce que la monarchie échappe véritablement à la plutocratie? Je ne crois pas. Alors, on a donc, en résumé, chez Maurras, une pensée incohérente, confuse, contradictoire, insuffisante. En un mot, une pensée faible. Alors, on pouvait s'en douter. Pourquoi? Parce que du point de vue épistémologique, l'empirisme organisateur est une absurdité. Charles Maurras aurait pu lire Henri Poincaré, La science et l'hypothèse. Henri Poincaré, qui était son contemporain, un peu plus vieux, mais qu'il aurait pu connaître, qu'il a peut-être connu. On ne peut pas tirer de loi en accumulant des faits par une simple induction. Il faut forcément qu'il y ait des modèles a priori qu'on confronte à la réalité et qu'on modifie, qu'on abandonne, qu'on perfectionne en fonction des faits. Il y a un aller-retour entre la théorie et les faits. Voilà ce qu'est la science, qu'il s'agisse de science proprement dite ou l'histoire. Donc prétendre qu'on veut construire une doctrine qui n'est pas une doctrine à partir simplement de l'examen des faits est une supercherie, est une illusion au minimum. La faiblesse de la pensée de Maurras se voit notamment d'ailleurs dans ce que j'appelle le sophisme de Maurras sur la République. C'est un sophisme majeur, une erreur majeure, que commettent presque systématiquement les disciples de Maurras. Vilfredo Pareto, donc l'un de mes maîtres à penser, qui n'est pas le moindre, disait une évidence que tout le monde devrait avoir à l'esprit, c'est que, primo, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Le mot table pourrait désigner la chaise, et le mot chaise pourrait désigner la table. Et deuxièmement, que les discussions politiques les discussions en général du reste, et notamment les discussions politiques, peuvent durer indéfiniment parce que les interlocuteurs n'emploient pas le même mot dans le même sens. Alors que vous le savez, le mot république vient du latin res publica, mot à mot la chose publique, c'est-à-dire le bien commun. Et il y a en fait essentiellement deux définitions du mot république. La première définition, c'est celle que donne Jean Bodin au XVIe siècle, dans son livre La République. C'est un régime politique qui défend le bien commun de la cité, de la nation, du peuple. Et Jean Bodin arrive à la conclusion que le meilleur régime politique, en tout cas pour la France au XVIe siècle, c'est la monarchie. Donc pour lui, la République, ça doit être la monarchie. En revanche, Charles Maurras, lui, a une définition négative et non pas positive de la République. Il dit, comme tout le monde, à vrai dire, le pense communément, ou le définit communément, la République, c'est l'absence de monarchie. Tout régime politique qui n'est pas une monarchie est une République. Alors on voit immédiatement un certain nombre de difficultés. D'abord des difficultés historiques, puisque des difficultés de dénomination, puisque la Constitution de 1804 dit ceci: la République française confie son gouvernement à un empereur. Et sur les pièces de monnaie, les fameux Napoléons, un franc or, il était écrit République française, Napoléon empereur. Maurras lui-même, comme vous le savez, a été un grand admirateur du maréchal Pétain et a défendu le régime de Vichy, l'État français du maréchal Pétain, qui a duré de 1940 à 1945. Pour autant, ou 1944, pour autant, l'État français du maréchal Pétain n'était pas une monarchie. C'était une dictature qui était issue du vote très majoritaire de la Chambre du Front populaire et qui pouvait se réclamer des circonstances exceptionnelles dues à l'occupation étrangère. Au fond, c'était un peu équivalent à l'article 16 de notre Constitution de la Ve République. Eh bien,
l'État français ne voulait pas se définir comme république, mais il faudrait savoir, si le terme s'applique à tout régime qui n'est pas une monarchie, c'était une république. Donc Maurras a défendu une république. Mais le sophisme de Maurras n'est pas celui-là, je ne l'ai pas encore énoncé. Le sophisme de Maurras consiste, après avoir défini la République comme un régime, comme tout régime qui n'est pas une monarchie, à attribuer une essence à la République. Or, si tout régime qui n'est pas une monarchie est une république, il est évident que de très nombreux régimes correspondent à cette définition négative et qu'ils ont des identités ou des essences extraordinairement variées. La République de Venise n'a pas grand-chose à voir avec la première République française, ou avec la Troisième République, ou avec la Cinquième République. C'est même d'ailleurs une erreur, voire une imposture, ou une illusion, de croire que le mot République s'applique de la même façon à la Première République, qui en fait n'était pas démocratique, qui était une dictature jacobine, qui s'exerçait par la terreur. Obligeons-les à prouver leur propre innocence. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la Révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. Nous proposons aussi d'élargir le rôle du tribunal révolutionnaire. Pour le moment, seule une section siège régulièrement. Nous proposons d'en ajouter 3 autres pour aider à mener à bien cette importante tâche patriotique. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. Et la vertu, citoyens, la vertu, sans laquelle la terreur est funeste. La terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. Ou la Troisième République, qui a donné à la France les libertés publiques. Qui dit peuple souverain, dit peuple libre. Or, un peuple n'est libre qu'autant qu'il est en possession des libertés indispensables à l'exercice de sa souveraineté. De toutes les libertés, la plus nécessaire sera toujours la liberté de discussion. Donc, la pensée de Maurras sur ce plan est confuse et sophistique. Je suis pour ma part partisan de donner au mot République un sens positif, celui de res publica, comme disait Jean Bodin, et non pas un sens purement négatif. Alors, dans ces déclarations vertueuses, Maurras se veut nationaliste. Il se réclamait même du nationalisme intégral. Il prétendait donc être plus nationaliste que les autres et prétendait que le nationalisme parfait, donc intégral, c'était le royalisme. Alors l'ennui, c'est que Maurras n'est pas vraiment nationaliste. Maurras refuse que la souveraineté appartienne à la nation. Donc ce n'est pas un vrai nationaliste. Le nationaliste, dans sa définition normale, c'est celui qui se réclame de la nation, qui pense que la nation c'est l'objet politique essentiel et qui donc nie que la souveraineté de la nation doit être rétablie si elle est perdue et que l'identité de la nation doit être préservée. Bon. Maurras voulait certainement défendre notre identité nationale, mais il prétendait que non, la nation, le peuple était formé de sujets, que c'était le monarque qui était le souverain. Bon. Donc ce n'était pas un vrai nationaliste. J'ajoute qu'un vrai nationaliste qui a le sens du bien commun universel, s'il existe, voudrait aussi que le nationalisme se répande partout dans le monde. Or, Maurras écrit qu'il est très bien que l'empire d'Autriche-Hongrie se maintienne comme un empire. Il critique le nationalisme allemand.
Et il montre clairement une préférence pour l'Empire par rapport à la nation. Donc je crois que l'examen des faits, des déclarations de Maurras, des écrits de Maurras, montrent bien que son nationalisme est mitigé et certainement pas intégral. Alors, vous me direz, tout cela ce sont des considérations théoriques, venons-en à la réalité politique, c'est-à-dire la stratégie. Eh bien, on peut difficilement imaginer une stratégie plus calamiteuse que celle de Maurras. Dans un État démocratique, Maurras expliquait que la restauration royaliste ou monarchique était un préalable. Alors, se lancer dans des élections avec pour tout programme, il faut rétablir la royauté, comme panacée, c'est quelque peu insuffisant. Répéter en permanence, la démocratie c'est le mal, quand on s'adresse à des électeurs, c'est un peu délicat, pas très productif. Et d'ailleurs, les quelques tentatives électorales des Maurrassiens, des royalistes de l'Action française, ont été, ont vite tourné court, en général, ont été calamiteuses. Alors, imaginons que je sois royaliste. Je pense qu'un royaliste conséquent, d'abord, ne devrait pas s'acharner sur la dynastie capétienne. Il devrait faire de la restauration monarchique un objectif lointain. Il devrait dire, bon, il serait souhaitable que la France fût une royauté, mais il faut que l'opinion évolue, il faut créer des conditions pour y arriver. Il devrait dire, voilà, il faut une tête à l'État, comme dans la Deuxième République, et comme dans la Cinquième République, un président de la République, chef de l'État, qui a un vrai pouvoir, et qui incarne la nation. Excusez-moi, je reconnais que Macron n'est pas tout à fait, à l'heure actuelle, ce chef de l'État que voudraient ceux qui aiment la nation et qui voudraient que la nation est un vrai chef de l'État. Mais, quoi qu'il en soit, les royalistes conséquents auraient pu rêver d'une stratégie à la Napoléon III. Napoléon III se fait élire président de la République, et une fois élu président de la République, ben, il rétablit la monarchie, c'est-à-dire sous la forme de l'Empire, ou sous le nom de l'Empire, par un référendum. Donc ils auraient dû vouloir se trouver un prétendant valable, et se dire, voilà, je vais le faire élire président de la République, et ensuite, il va montrer son excellence, il va convaincre les Français qu'il faut rétablir la monarchie héréditaire, et il le fera par référendum. Voilà la bonne stratégie. En se donnant le temps, comme disait Mitterrand, le funeste Mitterrand, il faut donner du temps au temps. Donc cette stratégie était calamiteuse pour les monarchistes eux-mêmes, pour les royalistes eux-mêmes, mais elle était aussi pour la droite en général. L'influence que Charles Maurras a exercée sur la droite, qui, je le répète, a été considérable, a considérablement affaibli l'ensemble de la droite, a engagé toute une partie de la droite maurrassienne, royaliste maurrassienne, dans une impasse stratégique, et l'a mené à un échec inévitable. Et à une campagne stérile, qui ne peut mener à rien. Alors, j'ose le dire, Charles Maurras, qui est un personnage fort sympathique, courageux, qui avait beaucoup de mérite, a été un adversaire idéal pour la gauche. Et il faut croire qu'une partie de son prestige et de sa réputation vient de ce que la gauche lui a fait cette réputation. C'est ce qu'on peut appeler une complicité d'opposition entre l'extrême droite maurrassienne d'un côté et la gauche. La gauche avait intérêt à mettre Maurras sur un piédestal. D'ailleurs, pour l'anecdote, un certain Lamy a fait une thèse sur le Carrefour de l'Horloge, ex-club de l'Horloge, thèse qui est bourrée d'erreurs puisque c'est un homme de gauche, et il explique que certes les gens du club de l'Horloge ou Carrefour de l'Horloge ne se réclament pas de Maurras, mais en fait ils sont quand même maurassiens, et s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils avaient peur qu'ils soient qualifiés d'antisémites parce que Maurras était antisémite. C'est totalement ridicule. Nous ne sommes pas maurassiens parce que, pour les raisons que je viens de dire, parce que Maurras me paraît tout sauf un maître à penser. Et je voudrais quand même, pour conclure, ne pas oublier de dire que Maurras a fait quand même a dit beaucoup de bonnes choses. Maurras aimait la France. Maurras aimait la nation. Maurras a célébré l'histoire de France.
Maurras a montré, avec beaucoup de force, que nous sommes des héritiers. Avant lui, Bernard de Chartres, au XIe siècle, avait dit « Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants ». Il a démontré qu'il n'y a pas de contrat social, que la théorie du contrat social est une fumisterie. Il a, à juste titre, demandé que la France fût décentralisée et que la nation pût s'appuyer sur la force des identités régionales ou provinciales. Et puis, Charles Maurras a eu le courage de dénoncer les 4 États confédérés. Le terme d'État, à mon avis, était malvenu parce que ce n'étaient pas des États, mais plutôt des coteries, des groupes d'influence. C'était pour lui les Juifs, les francs-maçons, les protestants et les métèques. Alors j'ai repris, vous verrez l'article sur mon site lesquin.fr, cette analyse en la modifiant, en l'adaptant aux circonstances actuelles. J'appelle ça les 3 coteries majeures. Il y a certes la coterie juive avec le CRIF, il y a la coterie maçonnique avec le Grand Orient de France et les autres obédiences maçonniques. Il y a une nouvelle coterie majeure, c'est la coterie homosexuelle avec le mouvement LGBT qui n'existait pas du temps de Maurras. Il y avait des homosexuels mais ils n'étaient pas organisés en coterie comme aujourd'hui. Et je retire de la liste de Maurras les protestants parce que je pense que leur influence a périclité. Et parce que je pense que les métèques, c'est-à-dire les non-français, les étrangers non assimilés, tout nombreux et importants qu'ils soient, forment une mouvance plutôt qu'une coterie. Ils ne forment pas en tout cas une coterie majeure. Alors évidemment, on peut dire Hidalgo, maire de Paris, Valls, Premier ministre de la France, qui sont des Espagnols, ce sont des métèques. Ça ne fait pas une coterie, ça ne fait pas un réseau. Quiero ser el próximo alcalde de Barcelona. Passi el que passi, em quedaré, soc barceloní. Donc 3 coteries majeures, d'après moi, pour remplacer la théorie des 4 États confédérés de Maurras, dont je me suis servi, sur laquelle je me suis appuyé. La coterie majeure des Juifs, le CRIF. Ensuite, par ordre d'importance, la coterie homosexuelle, LGBT, et la coterie maçonnique, le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale française, etc. Alors, j'ai presque envie de dire, c'est un peu méchant, mais c'est quand même la vérité, qu'on peut appliquer à Maurras ce qu'on a dit de Sigmund Freud. Rien de ce qui est vrai dans Freud n'est nouveau, rien de ce qui est nouveau dans Freud n'est vrai. Eh bien, de même, rien de ce qui est nouveau dans Maurras n'est vrai, rien de ce qui est vrai dans Maurras n'est nouveau. Les choses qu'il a dites, peut-être au vocabulaire près, sur les États confédérés par exemple, ont été dites avant lui par Maurice Barrès, et avec beaucoup plus de talent. Et Maurice Barrès, d'ailleurs, qui est un vrai nationaliste, lui, répondait à Maurras dans l'enquête sur la monarchie que, comme le Sage-Solon l'aurait fait d'ailleurs peut-être, que la monarchie française avait eu tous ses mérites à une époque où elle était au sommet d'une hiérarchie sociale. Il y avait une noblesse, il y avait un clergé, la France était catholique, et dit Barrès, la réalité française n'est plus celle-là. Donc, il accuse à juste titre Maurras de vouloir plaquer une réalité du passé sur une situation présente qui a changé. Maurras est anachronique et le mieux, effectivement, dans ces conditions, c'est de dire oui, aujourd'hui, et hier aussi peut-être, il faut oublier Maurras. La droite ne doit pas considérer Maurras comme un maître à penser, elle doit se trouver d'autres maîtres à penser, et je vous ai dit quels étaient les miens. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous.